Au début de cette célébration, je vous accueille au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous sommes ici, dans cette cathédrale de l'Église réformée pour les funérailles d'un syndic de Lausanne catholique. Je vais céder la parole dans un instant aux représentants de l'Église réformée dont je vous dirai un mot avant de laisser la parole. Si je suis ici, quant à moi, ce n'est pas pour une raison institutionnelle. Je ne m'inviterai jamais si on ne me le demandait pas. Je suis ici parce que Daniel était un ami et sa famille aussi. J'ai donc répondu à la demande de la famille et évidemment que je préférerais ne pas être ici s'il n'y avait pas cette raison, mais étant donné qu'il y a cette raison, je suis heureux de pouvoir y être. L'Église réformée est représentée ici, nous allons collaborer dans cette célébration, par deux membres du Conseil synodal, M. Philippe Lebas, qui en est le président, et Mme Laurence Crétigny. Je laisse donc M. Lebas nous adresser un mot. Madame, chère famille, Monsieur le Président de la Confédération, Mesdames et Messieurs, Monseigneur, au nom de l'Église évangélique réformée du canton de Vaud, je vous souhaite la bienvenue dans cette cathédrale dont nous célébrons cette année le 750e anniversaire et qui est l'un des signes imposants de la chrétienté en terre vaudoise. D'abord catholique, puis réformé après la dispute de Lausanne qui a eu lieu en ces mêmes murs en 1536, cet édifice est ouvert à toutes celles et à tous ceux qui cherchent un sens à la vie humaine et l'espérance au-delà des épreuves, même dramatiques de l'existence. Entrez, vous qui souffrez et qui êtes chargés de douleur. La terrible tragédie de Crans-Montana ne doit pas occulter les peines que traverse dans le même temps chaque endeuillé, parents de défunts célèbres ou non, médiatisés ou non. Que ces murs centenaires et la parole 2 fois millénaire qui va vous être adressée vous apporte réconfort et espérance. Dans votre chagrin, vous n'êtes pas seul. C'est dans cet esprit fraternel que l'Église réformée vous accueille en ce jour. Il y a des signes qui, par les temps qui courent, sont tragiquement ambigus, mais que l'on peut aussi voir comme positifs. Nous prions consciemment en union avec les victimes et les proches de la tragédie de Montana. J'aurai l'occasion d'y revenir. Maintenant, les pompes funèbres vont allumer ces 4 cierges. Et si je dis que c'est un signe ambivalent, c'est que le feu et la lumière sont aussi un signe d'espérance, même si nous savons qu'ils peuvent être tragiques. Si tu donnes la vie aux hommes, Seigneur, ce n'est pas pour qu'ils meurent à jamais. Si tu leur donnes le désir d'être heureux, c'est qu'ils sont appelés à le devenir. Nous te prions. Accueille Daniel dans ton royaume auprès de toi, par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. De l'Évangile selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus leva les yeux au ciel et dit : Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que le Fils te glorifie. Ainsi, comme tu lui as donné pouvoir sur tout être de chair, il donnera la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Père, ce que tu m'as donné, je veux que là où je suis, il soit aussi avec moi, et qu'il contemple ma gloire, celle que tu m'as donnée parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde.
Père juste, le monde ne t'a pas connu, mais moi je t'ai connu. Et ceux-ci ont reconnu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom et je le ferai connaître, pour que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et que moi aussi je sois en eux. La vie en société, elle demande des orientations, et ces orientations peuvent aussi être inspirées par la foi chrétienne. Sous le contrôle de Monsieur le Président de la Confédération, que je vois pour le deuxième jour consécutif dans des conditions tristes, et d'autres représentants des autorités, je songe au préambule de la Constitution fédérale. Bon, à vrai dire, j'aurais pu l'écrire, mais ça, j'y ai pensé seulement maintenant. Donc, je l'ai dit de manière un peu approximative. La santé ou le bien-être d'une société se mesure à la mesure du bien-être du plus faible de ses membres. Il y a là quelque chose où on peut trouver, d'ailleurs au nom du Dieu Tout-Puissant, une inspiration chrétienne. D'autres peuvent songer la même chose pour d'autres raisons. Il y avait aussi cette inspiration chez Daniel, et je vais un peu vous l'illustrer. Évidemment que ces jours, être auprès des personnes qui souffrent, on en perçoit d'autant plus la nécessité. Et cela vaut mieux que toutes les paroles que nous pourrions essayer de dire, moi compris bien sûr. Nous sommes dans la cathédrale de Lausanne pour un Lausannois toute sa vie. Et quand je songe au lecteur que nous avons entendu, Saint Paul, aucun de nous ne vit pour soi-même et aucun ne meurt pour soi-même, eh bien, on peut retrouver cela aussi dans la vie de Daniel. Et là, je m'inspire aussi d'éléments qui m'ont été donnés par sa famille, éléments en partie biographiques et qui l'éclairent. Lorsqu'il a terminé son master en mathématiques en 1975, au moment de commencer une thèse de doctorat, il a renoncé pour répondre à des appels politiques. Et je crois qu'il est assez capital de comprendre la raison. Il était reconnaissant à la collectivité de lui avoir permis, grâce à une bourse, de faire des études. Sans oublier que, par ailleurs, il a travaillé aux entrepôts de la Migros, de la Poste et a livré 24 heures. Il voyait la collectivité comme une chose bienfaisante pour lui, d'où le désir de la remercier. C'est un motif profond pour un engagement politique, capital. Aucun de nous ne vit pour soi-même. Il arrive, malheureusement, je l'entends et je le contredis chaque fois que je peux, que des personnes dévalorisent un engagement politique. En gros, dans l'idée que ceux qui le font pour eux-mêmes. C'est exactement le contraire qu'on voit ici, et de bien d'autres cas. Comment une société vivrait-elle s'il n'y avait pas des gens pour contribuer à son organisation? S'il n'y avait pas des gens pour faire en sorte qu'il y ait des infrastructures qui permettent de sauver des vies et qui permettent de manger, tout bêtement. C'est un service très noble et fondamental et qu'il a fait il l'a rendu pour une raison très profonde. Merci à la collectivité. Bon, en l'occurrence, en se mettant au service du bien commun, il y a vraiment collaboré. En étant en 1979, notez, c'était 4 ans après la fin de ses études, le premier vert membre d'un Parlement national dans le monde. Puis, longuement syndic de Lausanne, municipal d'abord, ce qui lui a d'ailleurs donné l'occasion, en se rendant à son travail, de rencontrer dans un bus sa future épouse Marie-Ange. C'est une bonne raison de penser qu'il était bon qu'il soit municipal, parce que c'était une grande rencontre. Bon, je suis désolé, je ne vais pas insister. Alexandre est né 2 ans plus tard, et son mariage l'année dernière a été pour moi la dernière occasion
de rencontrer Daniel, nous songions déjà à la suite et nous ne sommes pas revus. On peut encore écouter l'Évangile, j'en fais de nouveau une citation, enfin l'autre était la lettre aux Romains. « Père, ceux que tu m'as donnés, je veux que là où je suis, ils soient eux aussi avec moi. » Eh bien, l'Évangile, c'est un autre Évangile, mais quand même, nous dit, c'est quoi être avec Jésus? J'avais soif, tu m'as donné à boire, j'étais en prison, tu m'as visité, j'étais malade, tu m'as visité. Sois avec moi. Eh bien, lui voulait qu'il soit un syndic accessible à tous. Parce qu'il savait bien qu'être avec ceux qui ont le plus de peine à se faire entendre, c'est être avec Jésus. Et c'est le même Jésus qui dit, « Je veux que là où je suis, ils soient eux aussi avec moi. » Eh bien, discrètement à certains égards, mais humblement, il l'a illustré. Finalement, en 2019, il m'a donné son livre « L'avenir est plus que jamais notre affaire », en me disant ce qu'il avait voulu faire. Notez qu'en lisant, j'ai aussi compris, mais il me le dit à l'avance. Je pourrais bien dire qu'il y a une catastrophe climatique. Ce que d'ailleurs, il voyait bien, et moi aussi noté. Mais si on se contente de dire qu'il y a une catastrophe, en fait, on risque de décourager tout le monde. En gros, c'est fini, eh bien, essayons de profiter des quelques instants qui restent. Ce serait une logique. Et donc, ce n'est pas ce qu'il faut faire. Il faut dire, il y a un problème, et dès qu'on le dit, montrer des pistes de solution. En gros, dans quel domaine la recherche peut s'orienter. Parce que ça ne décourage pas, ça donne de l'espoir. Je trouve que c'est très profond. C'est aussi grâce à ce genre d'attitude qu'il a pu avoir des amis dans toutes sortes de camps politiques. C'est une attitude ouverte et qui ouvre précisément à un espoir. Nous avons terriblement besoin d'espoir. Nous étions frappés hier d'entendre les jeunes qui se sont exprimés à Martigny dire combien l'espoir est difficile et nécessaire. Eh bien, la perspective de Daniel en écrivant ce livre, c'est oui, il y a des problèmes. Voilà où chercher de l'espoir. Il n'a pas été moralisateur ou accablant. Il nous a aidés à trouver de l'espoir. Eh bien, gardons espoir en souvenir aussi de lui. Nous adressons maintenant à Dieu certaines expressions de notre prière commune que nous pourrons conclure ensemble. Tout d'abord, Seigneur, nous te prions pour Daniel et nous te remercions pour tout ce qu'il a fait pour tant d'autres personnes de manière visible et cachée tout au long de sa vie. Et particulièrement, nous associons à notre prière sa famille. Seigneur, nous te prions pour son épouse, son fils et sa belle-fille, sa famille, ainsi que pour ses proches amis et amis avec qui il a partagé ses engagements. Seigneur, nous te prions pour les victimes du drame de Cran, pour les défunts, pour les survivants, pour que ces survivants puissent reconstruire leur vie, pour les proches des survivants, qu'ils puissent les accompagner sans sombrer dans le désespoir. Seigneur, nous te prions pour toutes les familles d'ici et d'ailleurs qui ont perdu un être cher, enfants, adolescents, papa, maman, parents et proches. Nous te prions avec reconnaissance pour toutes les personnes qui s'engagent sans compter pour leurs prochains, les pompiers, les policiers, les médecins, le personnel soignant, les pompes funèbres et bien d'autres encore.
Père du ciel et de la terre, renouvelle à toutes et tous les forces et le discernement. Et nous pouvons conclure cette prière pour qu'elle soit notre prière commune en nous tournant ensemble vers un Père qui nous est commun, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Cher Marie-Ange, cher Alexandre, chère famille, mesdames et messieurs, appelés à rendre hommage à un homme de chiffres, nous serions favorablement inspirés de bien choisir nos mots. Ce n'est pas là le moindre des paradoxes de Daniel Brella que nous ne saurions réduire à une figure, entre guillemets, de la politique, fût-elle suisse, vaudoise ou lausannoise, car il était aussi un personnage en plus d'être une personnalité. La trajectoire de la personnalité, pour commencer, est sans contexte spectaculaire, et cela par l'ampleur de son engagement d'abord. Par égard pour le professeur de mathématiques, j'ai tenu à traduire cet engagement en statistiques. Ces différents mandats, convertis en nombre de jours, font ainsi apparaître que Daniel Brella a consacré 35% de son existence à sa bonne ville de Lausanne, 30% au canton de Vaud et 26,6% aux travaux des chambres fédérales. C'est précisément sur cette longue route que j'ai eu l'honneur de le côtoyer et d'apprécier l'homme. L'histoire retiendra qu'il s'est illustré comme un serviteur généreux mais exigeant de la collectivité publique, un élu conscient de ses responsabilités, guidé avec sincérité par l'intérêt général, clairvoyant aussi, et un esprit visionnaire comme cela a été maintes fois souligné à la nouvelle de son décès. Que l'on ait été un adversaire ou partisan de ses idées, on ne pouvait en effet lui dénier un sens particulièrement avisé des réalités et une capacité innée à devancer son époque. Sans doute faut-il en voir l'explication de son goût pour les œuvres de science-fiction et dans son extraordinaire faculté d'abstraction. Je ne surprendrai personne en rappelant que nous n'étions pas assis côte à côte à Pergaud et que nous ne l'étions pas davantage sous la coupole. Je me félicite néanmoins que nos antipodes politiques ne nous aient pas éloignés, mais bien plutôt rapprochés par l'effet d'une communauté d'esprit fondée sur notre attachement au bien commun et sur la recherche de solutions bâties sur le pragmatisme plutôt que sur l'idéologie. Formé aux sciences exactes, Daniel Brella a en effet apporté à la vie publique une approche marquée par la rigueur intellectuelle, la finesse d'analyse et le respect des faits. Cette formation dépasse largement le simple bagage académique. Elle a véritablement construit sa pensée politique et nourri son action. Elle a ainsi conduit à défendre une politique fondée sur la raison, sur l'anticipation et sur la prise en compte des conséquences à long terme des décisions à prendre. Je n'exagère pas en affirmant que Daniel Brella était un esprit supérieur. Je le pense sincèrement. J'irai jusqu'à le soupçonner d'hypermnésie, cette exaltation formidable de la mémoire qui permet aux personnes qui en sont douées de retenir un maximum de données en un minimum de temps. Ainsi, je ne me souviens pas l'avoir vu tenir une feuille de papier pour prononcer un discours aussi dense soit-il. De même, il se jouait évidemment sans la moindre assistance électronique des opérations mathématiques les plus complexes, jonglant littéralement avec les chiffres et les proportions, au point de se muer en institut de sondage, et cela pour le plus grand plaisir des médias auxquels les subtilités électorales échappent parfois. L'oracle de Montblesson,
entre guillemets, s'il m'est permis de l'appeler ainsi, impressionnait par son aisance déconcertante à synthétiser les problèmes épineux en les réduisant instantanément à leur plus simple expression, comme on le ferait d'une équation à plusieurs inconnus. Mais il n'en attendait pas moins de la part de ses interlocuteurs. Daniel Brella, disons-le, appréciait peu les médiocres et encore moins les approximations. Aussi, mieux valait-il être bien outillé pour lui apporter la contradiction si l'on espérait pouvoir tenir avec lui plus d'un round de débat et ébranler un tant soit peu ses robustes fondations intellectuelles. L'ancien syndic de Lausanne avait en effet de solides convictions. C'était, je crois, un moteur puissant de son action politique et elles lui ont ainsi valu, comme cela a été rappelé tout à l'heure, de devenir le premier écologiste au monde à siéger dans un Parlement national, ce qui lui a conféré une fantastique aura de respectabilité qui, alliée à une intelligence redoutable et à une crédibilité reconnue, lui a tracé le parcours politique que l'on sait. Personnalité d'un côté, personnage de l'autre. Osons l'affirmer sans faire offense à sa mémoire, Daniel n'était pas homme à vous taper sur l'épaule. Si votre pensée ne lui paraissait pas aussi structurée que l'était la sienne, et si votre raisonnement pataugeait dans la fadaise, il avait au fait de passer à autre chose. Il y avait de toute évidence une attente d'excellence chez cet homme qui vous plaçait souvent, réminiscence sans doute de ses jeunes années, dans la position de l'élève face au maître, mais pour le plus grand bienfait, soit dit en passant, de votre édification personnelle. À côté de ces qualités, il affichait pour les mondanités et plus encore pour le pouvoir un absolu détachement. Il pratiquait volontiers l'autodérision et se montrait incapable de la moindre duplicité. Il était au fond à la ville comme à la scène, fiable, loyal et limpide. Je laisse aux Lausannoises et aux Lausannois le soin d'établir le bilan de l'homme politique. Si je m'y risquais, j'éveillerais aussitôt les soupçons de complicité. Je tiens néanmoins à saluer son courage et son engagement continu et éclairé au service des grands défis environnementaux, sociaux et institutionnels que nos sociétés sont appelées à surmonter. À l'heure de prendre congé, me reviennent en tête ces dizaines de caricatures désopilantes que Raymond Burki, l'un des meilleurs dessinateurs de presse de son temps, lui a consacrées tout au long de cette carrière hors norme. Son coup de crayon, même si c'est plutôt d'un compas qu'il se servait dans le cas d'espèce, a incontestablement contribué à asseoir la popularité, la proximité et la rondeur du géant vert, portraituré sous les traits d'une sorte d'Atlas, figure mythologique et à jamais titulaire de l'Olympe lausannois. À sa famille, à ses proches, à celles et ceux qui ont accompagné Daniel Brella tout au long de ce magnifique itinéraire, j'adresse mes pensées recueillies et respectueuses. Son souvenir demeurera. Chers amis, il m'appartient d'apporter le message des parrains et marraines d'Alexandre. Je lirai d'abord le texte d'Yvette Yagui, qui, étant à plusieurs milliers de kilomètres de nous, est en pensée avec nous, mais pas physiquement là. Puis je vous adresserai mes propres mots. Voici le texte d'Yvette. Les circonstances me retiennent au loin, mais je veux partager votre chagrin, celui de mon amie Marie-Ange, de mon filleul Alexandre Brella et de son épouse Fatima. Celui des Lausannois et de la Suisse, pour lesquels Daniel Brella s'est engagé sans relâche. Je remercie Luc Recordon de prononcer mon hommage très ému à l'homme remarquable que nous perdons, mon cher, très cher Daniel, mon ami de toujours, mon compagnon de route, de travail, de combat et de bonheurs aussi. Daniel, jamais je n'aurais imaginé devoir t'adresser un adieu si déchirant
si définitif. Ton départ me bouleverse. Je l'ai appris d'abord dans tes yeux lors de notre dernière rencontre le jour de Noël. Dans ces yeux, j'ai lu, le cœur serré, de l'inquiétude, de la tristesse, peut-être l'angoisse du départ. La Suisse entière a appris ta mort avec stupeur. D'un coup, un grand vide s'est fait. C'est alors que l'on a pris la mesure de la place exceptionnelle que tu as occupée dans la vie de ce pays et sur tous les plans, fédéral, cantonal, communal, cela a été rappelé. Mais je parlerai surtout de ce que tu as représenté pour moi, de la belle personne, de l'homme de conviction que tu as été, de ce que tu as donné à ce pays, à ta famille, à tes amis. Et d'abord qui n'a croisé Daniel en homme sandwich, déambulant à travers le centre-ville pour colporter ses convictions. Il surprenait par son originalité, son aspect pittoresque, sa différence assumée. À Berne, devant le Parlement vaudois ou le Conseil communal de Lausanne, ou encore face aux médias, il savait saisir par l'inattendu la vivacité et surtout la précision de ses réparties. Il ne manquait pas d'y glisser quelques flèches ironiques bien affûtées. En fait, il pratiquait avec brio l'art de la communication politique. Certes, on riait de la figure populaire du géant vert, mais ce géant en imposait. L'ampleur de ses connaissances, de ses compétences, sa puissance de travail lui valait le respect de ses collègues en politique et aussi celui des milieux scientifiques dont il faisait partie, dont le monde de la technologie, de l'ingénierie, de l'économie. Et qui a entendu Daniel Brella prononcer ses discours du 1er août à Ouchy ou dans son fief des Dom-Tom, les zones foraines lausannoises, a pu mesurer l'étendue de son érudition historique. Ce fort en mathématiques et en histoire savait construire des dossiers en béton, disposait d'une capacité d'analyse impressionnante qui lui conférait une capacité prédictive, elle aussi impressionnante, fort utile en politique. Notre complicité politique s'est d'abord construite à partir de la campagne menée avec succès contre le projet de Jeux olympiques d'hiver à Lausanne en 1984-1985, ce qui ne nous a pas empêchés l'un et l'autre de soutenir à fond le mouvement olympique pour ce qu'il apporte au sport et rapporte à Lausanne. Et l'on se souviendra longtemps de l'élan de joie que suscitèrent les Jeux olympiques de la jeunesse à Lausanne en 2020. Ils sont largement dus à l'impulsion et à la ténacité de Daniel Brella. Il était vert, je suis socialiste, nous étions faits pour nous comprendre et nous entendre. Nous défendions l'un et l'autre un projet que j'estime équitable et généreux pour notre ville et pour le monde. Et de fait, à la municipalité de Lausanne, j'ai trouvé en lui un complice sans faille. Nous avons si souvent battu le pavé ensemble, place de la Palue. Nous nous comprenions facilement, nous cheminions dans le même sens. La ville lui doit le rétablissement de ses finances, le développement du métro, l'impulsion donnée à la modernisation de ses infrastructures et, en toute chose, une volonté d'efficacité, d'innovation et d'ouverture. Il faudrait aussi rappeler l'action culturelle, évoquer l'amitié inattendue entre Maurice Béjart et Daniel et Marie-Ange Brella. Que d'allées et venues, de discussions intenses et de sandwichs engloutis durant le parcours en train entre Lausanne et Berne. Daniel, pionnier du mouvement écologique mondial et très jeune élu, est vite devenu un parlementaire influent dans son canton comme à Berne, partout reconnu, estimé. Et comme coprésidente de la constituante vaudoise, je souligne encore son apport à la réforme du texte fondamental, pour laquelle il a tenu le rôle de tête pensante et visionnaire. Bien qu'auteur d'innombrables accomplissements, mon ami Daniel s'est toujours montré plus que discret et même, j'ose le dire, retenu et presque timide, mais solidaire et agissant lorsque nécessaire. Comment oublier sa présence immédiate avec Marie-Ange auprès de moi lors d'une grave maladie, il y a 3 ans de ça. Je me suis alors senti protégé et aimé. Sur un aspect de sa vie, il s'illuminait entièrement. C'est lorsqu'il s'agissait de la famille qu'il avait fondée. Or, il m'y a introduite en m'offrant le bonheur de devenir la marraine d'Alexandre, aux côtés de Luc Recordon. Je ne connais pas de plus grande preuve de confiance.
Ce faisant, il nous a désigné l'avenir. L'avenir se trouve entre les mains d'Alexandre et des générations futures. Ainsi, la transmission est en cours. Avec ce que lui a donné son père et ses propres ressources, le jeune municipal de Crissier saura transformer sa peine en action. Marie-Ange, Alexandre, Fatima, Luc, dans votre deuil, ma grande amitié vous accompagne. Et c'est signé Yvette Yagui. Permettez-moi maintenant de m'exprimer à titre personnel. Mon très cher Daniel, nous avons grandi, sans encore nous connaître, à 2 pas l'un de l'autre, un de chaque côté de la frontière communale entre Lausanne et Prilly. C'est à l'EPFL que nous avons discuté la première fois. Tu venais d'obtenir ton diplôme de mathématicien et je commençais ma 2e année d'études de physique. Le professeur Heinrich Matzinger t'avait confié un rôle d'assistant dans son cours de groupe et tenseur. Nos débats ont d'emblée été nourris, mais je ne sais toujours pas comment fonctionne un tenseur, car nous n'avons parlé que de politique. À cette époque déjà, j'ai partagé tes convictions, biberonné comme tu l'étais de la lecture approfondie, bien davantage que moi, du rapport Meadows du Club de Rome, d'Aurelio Peccei. Tu avais saisi avant le monde politique les dangers gigantesques pour l'environnement, et donc pour l'humanité, de la croissance économique effrénée. Nous avons parlé aussi un peu de football, domaine dans lequel, pour des raisons comparables, nous étions gardiens de but dans des matchs de copains. Mais la politique nous préoccupait au premier chef. Nous avions la même conviction que l'on devait savoir débattre avec toutes et tous, au-delà des rigides barrières partisanes, afin de convaincre le plus grand nombre. Tu seras aussi politique que peu partisan. D'ailleurs, en ce temps-là, nous n'adhérions à aucune formation. Toi émanant d'une famille radicale mais sociale, moi d'un milieu libéral, lui aussi social et ouvert. Peu après, tu as rejoint le GP naissant, le Groupement pour la protection de l'environnement, tandis que je me suis lancé dans le syndicalisme universitaire comme président de la GEPOLI et délégué de l'Union nationale des étudiants de Suisse, l'UNES. Tandis que je participais à plusieurs étudiants de ma volée de physique, de physiciens en herbe, aux manifestations contre le supergénérateur ou surgénérateur de Crémalville, manifestation réprimée violemment par les CRS, s'il m'en souvient. Cela m'a amené à me réjouir de te voir batailler ferme pour la première initiative populaire antinucléaire en 1978 et au début de 1979. L'insuccès provisoire de ce combat a eu pour corollaire ton émergence politique sur la scène vaudoise et ton élection surprise au Conseil national en automne 1979 sur la liste du GPE. C'était une première mondiale pour un écologiste à un tel niveau. Notre vieux copain, feu André Gasser, peintre et sculpteur de renom, ami de enfants et de Picasso, qui sera le premier vert à présider le Parlement vaudois en 2000, m'a souvent conté avec délice et orgue l'ébahissement de toutes et tous en te voyant apparaître dans les studios de la radio de la Sala pour l'interview du conseiller national Fraise-Moulu que tu étais devenu 1 ou 2 heures plus tôt. Tu as aussitôt trouvé tes marques dans cette chambre parlementaire renouvelée en 1979 qui accueillait en même temps 2 autres nouvelles têtes, Yvette Yagui, qui allait devenir notre grande amie commune, et Christophe Blocher, qui le sera un peu moins. En parallèle, je poursuivais mon bonhomme de chemin, fondant en 1983 avec notamment Anne-Catherine Métret, ici présente, l'écrivain Gaston Cherpillot et Christian Vansinger, Alternative démocratique, qui se mura en Alternative socialiste verte, ASV. Notre état d'esprit était de réunir mieux les exigences sociales et environnementales, dont nous pressentions qu'elles devaient aller de conserve, sans quoi l'écologie ne pourrait progresser. 4 décennies plus tard, hélas, le mouvement des Gilets jaunes l'illustrera avec éclat chez nos voisins français. Pour la première fois, j'avais sur toi un coup d'avance, mais il ne faudra pas longtemps pour rejoindre cette réflexion qui sera à la base de la notion de développement durable forgée par Gro Harlem Brundtland
et adoptée au sommet de Rio en 1992, puis dans le protocole de Tokyo en 1995. Tu ne délaisseras pas la vie communale. En 1988, tu co-animeras le COFO, Yvette en parlait dans son texte, Comité contre la foire olympique, avec justement Yvette Yagui et Anne-Catherine Ménétret. Le peuple lausannois refusera dans un référendum une vision où le sport devait servir à passer les plats aux auteurs de constructions pharaoniques. C'est un de tes traits que j'ai le plus apprécié. Ne pas lésiner sur les investissements utiles, refuser fermement ceux qui sont contre-productifs. Ultérieurement, ironie de la vie, tu seras le président de l'Union mondiale des villes olympiques, organisation axée sur le dialogue. Lors de la campagne de votation du COFO, tu auras l'occasion de pratiquer ce qui était alors ton sport favori, la déambulation urbaine en portant un panneau politique en bois endossé comme un sac de montagne. Et c'est sans doute cela qui t'amènera assez naturellement à accéder à la municipalité de Lausanne, un jour de novembre 1979 où, simultanément, j'étais élu à un même poste dans ma petite commune contiguë de Joux-en-Mézerie. Ici, qu'en clin d'œil à Jean-Marc Richard, un autre cher ami commun, qui cet après-midi-là, de novembre 1989, annonçait sur les ondes de Radio Acidule, dont tu étais de fait le statisticien en chef, l'avènement simultané des deux premiers municipaux écologistes vaudois. L'ombre au tableau sera le décès de ton père au même moment. Et pour toi, la famille, ça a toujours compté. Les élections cantonales suivaient 3 mois plus tard. Comme tu avais quitté le Conseil national au moment d'entrer à la municipalité, tu avais décidé de revenir au Parlement vaudois dans l'idée de conjoindre les 2 tâches. Ton élection y fut une formalité, la mienne, de nouveau simultanée, dans l'arrondissement voisin, fut une surprise. Il faut dire que grâce au travail déterminé de l'éditeur Michel Glardon, c'était la première fois que le GPE et ASV avaient constitué des listes communes, prélude à leur dissolution simultanée en 1997 pour que leurs membres et d'autres personnalités créent ensemble les Verts vaudois, entre-temps devenus les Vertes vaudoises. Dans la période difficile pour le canton de Vaud des années 90, tu seras d'un calme plus olympien qu'olympique. Entre autres dans la rude période de disette financière et de plan d'économie, dont le nom d'orchidées mentait, puisque leur parfum était nauséabond. Plus discrètement, tu t'attachais à stabiliser les comptes et le bilan de la ville de Lausanne. Mais la lumière de cette époque fut ta rencontre et ton mariage avec Marie-Ange, charmésane charmante, et la naissance d'Alexandre. Désormais, ta vie d'ex-vieux garçon s'illumina, car cela resserra beaucoup nos liens personnels. J'ai eu ma part délicieuse, car cela resserra beaucoup nos liens personnels. Que de joyeux et animés repas en commun, parfois au jardin, dont l'un où Roger Nordman sauta à l'eau tout habillé pour en sortir ton tout jeune fils qui y avait chu. Le goût prononcé de Marie-Ange pour l'organisation de festins, le tien et le mien, puis celui d'Alexandre, non moindre pour y faire honneur, furent le ciment de ce rapprochement. C'est la table ronde des finances vaudoises, idée de Philippe Bieler, premier écologiste membre du gouvernement cantonal, et la constituante vaudoise qui marquèrent l'apogée de ces temps-là, au tournant du millénaire. Nous nous y consacrâmes à fond et pûmes pleinement donner cours à notre désir de réunir les personnes de bonne volonté pour rechercher des solutions en vue du bien public. Avec à la table ronde les Pierre Grandjean, Pierre-Yves Maillard, Roger Nordman, et avec à la constituante les Yvette Yagui, bien sûr, coprésidente, Roland Osterman, Jacques Svallen, Marcel Cohen-Dumagny, Anne Weil, Antoine Raymond, Stéphane Masson, pour n'en citer que quelques-uns, nous avons pu accomplir le travail de pontonnier dont nous avions toujours rêvé. Mais le fait aurait été sans conteste ton accession à la syndicature en novembre 2001. J'ai, comme cela m'arrive, quitté l'hôpital au nez à la barbe des médecins pour venir fêter ça en ta compagnie et en celle d'une assistance bigarrée. Autre jour magnifique, le vote positif du peuple vaudois pour le projet du M2 en novembre 2002, quelques jours après le décès de mon père, qui avait eu le bonheur de déposer un oui dans le vote anticipé, mais pas d'entrée dans la terre promise.
C'est d'ailleurs un de ses anciens étudiants à l'EPFL, ici présent, ton estimé collègue municipal Olivier Français, qui allait assumer le pilotage politique communal de la réalisation du projet. Au niveau cantonal, c'est François Martaler qui tenait ici la barre. Quittant en 2003 le Grand Conseil pour les chambres fédérales et organisant le point de départ avec notre ami Guy Parmelin, je n'ai pour un moment plus eu l'occasion de te voir directement dans l'arène politique, si ce n'est à l'occasion de réunions des Verts et des Verts. Je me suis alors rendu compte que tu me manquais, humainement et politiquement. Nous avons intensifié le rythme de nos échanges épistolaires électroniques, de nos téléphones et de nos repas. Ensuite, tu es revenu au Parlement fédéral, lorsque l'élection de 2007 t'y propulsa à nouveau, avec Adèle Torrance et Christian Wansinger. C'est beaucoup à Berne que nous échangions alors. Il me faut souligner que tu m'avais vivement encouragé, ainsi que Philippe Bieler et feu Laurent Rebaud, à tenter l'opération risquée de devenir le premier Vert à être élu au Conseil des États. Au début, je n'y croyais pas trop, mais au fil de tes conseils avisés, j'ai pris confiance dans ma bonne étoile. Et cela a réussi, aux côtés de Géraldine Savary, épouse de celui qui te succéderait à la syndicature, présent lui aussi, et en y suivant de quelques jours, notre vieil ami Robert Kramer à Genève. Immédiatement après, ton aide ne fut pas moins précieuse, quand avec le président des Verts suisses, Uli Leuenberger, présent lui aussi, nous entreprîmes d'impulser le mouvement qui devait aboutir contre toute attente à la non-réélection de Christophe Blocher au Conseil fédéral. Cette époque aura été celle où, pour une fois, tu surestimas ta capacité de travail et ta résistance. Alors, avec sagesse, tu renonças au Conseil national et fis un régime amaigrissant. Tu tirais également les leçons de l'opération chirurgicale qu'avait subie Marie-Ange à l'estomac, dont les suites t'avaient fort inquiété, mais aussi permis de marquer ton grand attachement à ta femme. Tu pris un peu de bon temps pour voyager avec ton fils à l'aube de son âge adulte. Je dois dire que ta perte de poids fut ahurissante et je me souviens comme si c'était hier d'Yvette Yagui me disant que cela n'allait plus du tout et qu'elle t'emmènerait acheter des vêtements adaptés à ta nouvelle corpulence si Marie-Ange ne s'en occupait pas sans tarder. Autre signe, le clopet que tu t'offris un jour au Grand Conseil vaudois pendant que le jeune député Raphaël Mahin, ici présent, discourait. Il en rit encore, mais c'est plus qu'un gag, l'indignation du poids de la charge politique, en général, et surtout dans ton cas. Aussitôt que tu résignas ta fonction de syndic, tu mis toute ton énergie à ta fonction de conseiller national, puisque tu entamais ton 3e passage sous la coupole. Tantôt très discrètement, nous sommes peu à savoir que tu as œuvré activement en sous-commission des finances pour les crédits de la petite enfance, par exemple. Tantôt avec grand éclat, tu avais fait bien rire au-delà des frontières du pays en gorillant par ton humour rusé l'achat de l'avion de combat F-35 en 2020. Tes interventions à la tribune restaient mesurées et toutes très écoutées. L'écriture te mobilisa. En 2019, ton livre « L'avenir est plus que jamais notre affaire », l'impact des grandes disruptions, tu aimais bien ce terme, aura valeur de testament politique. Ta retraite complète, programmée et annoncée d'emblée pour 2022, dut inopinément être avancée de 2 semaines, parce que tu avais dégringolé les escaliers de ta maison en ton cou blanc, bien heureusement sans séquelles majeures, malgré quelques jours de coma. Il me souvient que te rendant visite à l'hôpital peu après, je t'entendis m'exposer, avant même de me narrer ta mésaventure, les soucis que te causaient quelques pourcents de voix dans tel arrondissement en vue des élections cantonales imminentes. Comme d'habitude, avec une très exacte mémoire des chiffres. J'étais rassuré. Au reste, tu avais balisé le terrain de ton successeur désigné aux chambres fédérales, Raphaël Mahin, en siégeant 2 ans à la commission des affaires juridiques, pas ta spécialité, de manière à ce qu'il puisse y prendre place dès son arrivée aux chambres. L'accession d'Alexandre à la municipalité de Crissier en janvier 2024 te procurera une grande satisfaction. À toi qui as toujours conseillé la relève avec bienveillance.
La branche n'était pas tombée loin du tronc. Ta personnalité pouvait sembler rude, car tu ne te répondais jamais en sentiments, ou alors, comme pour toute chose, en les objectivant. Rationalisation qui me rendait encore plus proche de toi. Ce nonobstant, tu avais une grande attention à autrui. Tu connaissais bien des éléments de la vie des personnes que tu côtoyais et étais toujours prêt à aider. Si tu avais été avec nous au moment de l'affreux drame de Montanacran, je sais que tu en aurais été très ému, aurais pris une part aux immenses souffrances qu'il provoque. Tes rares moments d'impatience étaient dus à une surcharge de travail, mais tu pouvais ignorer un puissant disant des banalités et juste après consacrer un quart d'heure à une humble personne inconnue t'interpellant à la place de la palue afin de lui expliquer les mécanismes d'un sujet politique. Jamais je ne t'ai entendu exprimer de la hargne, mais de l'ironie, oui, et même souvent de l'autodérision, avec nos amis dessinateurs, Nicolas Péter, Feu Raymond Burki et sa femme, Cathy, Barrigue et sa femme, Marie-Josée, et avec notre ami photographe, Petar Mitrovic. Ta ponctualité et ta générosité lors des veillées de Noël que depuis la mort de mes parents nous avons toujours passées ensemble chez toi avec tes proches et avec Yvette demeureront gravées dans mon cœur. Notre seul Noël qui ait eu lieu ailleurs aura été celui de 2025 où nous nous sommes retrouvés le 25 décembre à la cafétéria du Chuve, 3 jours avant que tu ne t'éteignes. Aujourd'hui, aux côtés des tiennes et des tiens, je pleure le frère que les aléas de la vie ne m'ont pas accordé, mais je magnifie le cadeau qu'elle m'a offert en me permettant de t'avoir connu. Les anges après Marie-Ange auront le même bonheur. Merci, salut frangin. En signe de respect pour le corps de Daniel, appelé à ressusciter, son corps qui lui a aussi permis d'être en relation avec nous, je vais l'encenser. L'encens, dans la Bible, c'est un signe de la prière parfumée qui monte vers Dieu. En d'autres termes, nous accompagnons cet élan qui monte vers le Seigneur. En rappel du baptême de Daniel, je vais maintenant asperger son corps avec de l'eau bénite. Seigneur notre Dieu, nous te recommandons notre frère Daniel. Ton amour l'a accompagné tout au long de sa vie et il en a lui-même été le signe. Il a quitté ce monde qui passe. Conduis-le auprès de toi, où il n'y a plus ni deuil, ni larmes, ni douleur, mais la joie et la paix, avec ton Fils et l'Esprit Saint pour les siècles des siècles.